question du jour. Géopolitique, pensée unique, l'Afrique doit-elle suivre l'Occident? Telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Les Africains doivent encore suivre l'Occident dans sa folie, nous nous interrogeons. Si les intellectuels occidentaux parlent, apparemment les Africains doivent se taire et ne pas faire une remise en question. C'est l'Occident qui connaît les sciences, les technologies et personne d'autre ne doit dire ou faire le contraire. Si les Africains se lèvent et disent que toutes les civilisations sont nées en Afrique, ces personnes sont immédiatement censurées. Qui ne se souvient pas de Cheikh Anta Diop? Oui, il a été censuré. Seuls les savants occidentaux doivent être loués et chantés. Tout a été fait de sorte que les Africains doivent jouer au foot, au basket, au golf, au foot américain, chanter, danser, oui, parce qu'ils ne savent faire que ça. Mais quand il s'agit de réfléchir, de raisonner, ça, il faut le laisser aux Occidentaux. Jusqu'à quand ce narratif mensonger va continuer à survivre? Jusqu'à quand le narratif venant du blanc sera avalé comme du petit lait par des noirs, par les Africains? Il est l'heure, mesdames, messieurs, de se réveiller. La décolonisation des mentalités doit commencer et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Les livres d'histoire, de l'histoire africaine doivent être écrits par des Africains. Les mathématiques, les sciences, l'éducation, la culture, tout doit se faire à l'africaine. Plus question de copier ou de réciter ce qui a été écrit par les autres. D'ailleurs, les autres nous ont vendu le mensonge et nous l'avons avalé. Aujourd'hui, les Africains commencent à comprendre l'Occident, que l'Occident est un plagiat professionnel. Tout vient d'Afrique. Leurs musées le témoignent. D'ailleurs, comment tous ces objets culturels et culturels se sont retrouvés entre leurs mains? Vous avez la réponse, c'est par le vol et le viol. Et il vient donc quand même donner des leçons de vie aux Africains. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore cet après-midi. Géopolitique, pensée unique, l'Afrique doit-elle suivre l'Occident? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Banakali encore cet après-midi, alors qu'il est 14 h en Afrique centrale. On espère que c'est la même heure au paradis. Président Banakali, bon après-midi, bienvenue à vous. C'est la même heure au paradis. Oui. Je vois l'allusion. Ben, l'Afrique, c'est le paradis. Hein. Voilà. Pas peur de le dire. D'ailleurs, chacun peut dire qu'il est un paradis. C'est pas un blasphème. Du tout. Non, je pense qu'il est 14 h ici. L'après-midi a commencé. Et c'est un après-midi, comme toujours pour nous, un après-midi de réflexion, d'interrogation et de prise en charge de l'avenir de l'Afrique, de ses peuples, mais aussi de l'avenir du monde. On ne peut pas libérer l'Afrique si on ne pense pas monde. Exactement. Si on ne pense pas genre humain, si on ne pense pas espèce humaine. C'est la responsabilité de l'Afrique, mais de l'humanité, d'assumer ça. Aucun d'autre ne peut l'assumer parce que seule l'histoire de l'Afrique est l'histoire première de l'humanité. Alors d'autres peuples sont venus après, sont nos enfants, et voilà, ils n'ont pas la capacité et toute la projection historique nécessaire pour assumer une telle dimension de la pensée. Je salue Giresse, sans qui on ne peut pas travailler, je salue nos web téléspectateurs, je salue les sympathisants, tous ceux qui nous accompagnent dans ce combat, cette communauté de combat, je salue. Je m'incline devant elle et merci de m'avoir invité encore. Très heureux de vous avoir président Banakali encore cet après-midi du 4 mai de l'an de grâce 2023. Géopolitique, pensée unique, l'Afrique doit-elle suivre l'Occident? Président Banakali, jusqu'à preuve de contraire, il y a encore quelques semaines, un chanteur africain, précisément congolais, la personne de Maître Gims, qui s'est levé à déclarer fort que l'électricité se trouvait déjà dans les pyramides du côté de l'Égypte et que tout vient justement de l'Afrique. Eh bien, il a été hué, insulté, injurié et quelque part même, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, on ne veut pas le voir. Il a fait les choux gras de la presse occidentale et nous de poser dans la question cette pensée unique de l'Occident. Apparemment, les Africains doivent chanter, danser, jouer au foot, jouer au basket, au golf, faire ce genre de choses, mais quand il s'agit de réfléchir, il est interdit apparemment aux Africains de réfléchir. Non, seuls les Occidentaux doivent le faire. Ils doivent faire comme Fali et Poupa. C'est-à-dire aller accompagner Macron à devenir sourd, boire dans les bars consacrés à leur dérive, leur déchéance. Connaissez l'image de M. Macron à Kinshasa. Il a fini d'insulter les Congolais, de mépriser celui qui est là comme président. Non.
Ça va être tout ce que nous pensons de lui, mais bon, il est le président, il est là. Il a méprisé publiquement et tout. Mais il peut aller boire avec Fally Ipupa, le chanteur. À moi, tout au long de la nuit. C'est-à-dire que la star africaine. Parce que lui, Fally, il chante. Voilà. Il simule les grimaces ésotériques. Il ne pense pas. Mais Gims a décidé de penser. Et on veut sa mort. Mais tout est là. C'est un tableau. Je salue une fois de plus, mais votre perspicacité, votre sagacité journalistique. Le tableau, il est là. La question de ce qui est arrivé à Maître Gims, met sur la table d'une manière factuelle, simple, mais d'une manière très, très, très dure, l'enjeu de ce que j'appelle la bataille de l'hégémonie intellectuelle. Il ne s'agit pas pour nous de devenir hégémonique. Un intellectuel n'a pas vocation à faire de l'hégémonie. Parce que personne n'a la science infuse. Non, de renverser, de mettre fin à cette maladie occidentale qui consiste à croire que l'hégémonie est la règle de la vie. Les gens sont incapables de vivre tranquillement avec les autres. Il faut toujours dominer et écraser. Et on a fait de ça un modèle de vie intellectuel où les Occidentaux croient que l'intellectualité consiste à dominer. Tous sont dedans, hein. Même quand ils sont de gauche, même quand ils se déclarent progressistes, de droite et tout, c'est l'hégémonie. C'est l'hégémonie, mais c'est une malédiction. En même temps, c'est une pathologie. C'est une pathologie. Il va falloir, s'ils ne veulent pas guérir, tant pis, il va falloir les forcer à se soigner. Maître Gims a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a dit qu'on ne connaît pas? Il dit que l'électricité vient de dans les pyramides. Ça, c'est une information. Mais le problème, c'est que ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause toutes les fadaises qu'on nous a apprises sur les inventeurs, les découvreurs, l'électricité, toutes ces choses-là. Donc, le monde moderne est l'invention de l'Occident. La modernité, c'est commodité. La vie moderne, c'est commodité. Les lumières de la modernité, les lumières technologiques, les inventions dans le domaine du transport, de l'aviation, dans le domaine maritime, dans toutes ces commodités, entre guillemets, qui font la modernité, mais évidemment, ça ne peut être et ne doit être que l'invention de l'Occident. C'est ça qui fait que le blanc, c'est un dieu. C'est ça qui fait tout l'aura du blanc et fonde sa supériorité. Et vous regardez haut, qu'avez-vous inventé? Qu'avez-vous apporté à la civilisation, à la modernité? Ça me rappelle ce premier ministre centrafricain vanté à main nulle, Goupandé, un certain Goupandé, qui disait que non, il n'y a pas eu de colonisation, mais il y a eu un transfert de modernité. Il y a eu un transfert de modernité. Donc, évidemment, toute la théorie que l'Occident adore. Donc, mais il disait ça sans avoir honte. Jean-Paul Goupandé, je crois qu'il est décédé, paix en son âme, mais je rappelle simplement ça à titre pédagogique. Donc, pour dire que l'actualité de la pensée unique, ça se voit encore dans ce qui arrive à Maître Gims. Nous lui apportons tout notre soutien. Nous lui apportons tout notre soutien et nous faisons le rapport à Fally Ipupa et les autres chanteurs inutiles qui servent à rien, qui chantent des banalités. Voilà, cadeau à M. Macron. Voilà, ils peuvent saouler ensemble, ressembler à des épaves à la fin de la soirée. Voilà, c'est une image qui a fait le tour du monde. Les Français s'en ont offusqué. Ben, les Africains ont fait comme s'il n'y avait rien. Voilà. Parce que c'est Fally Ipupa. La question de savoir qu'est-ce que Macron fait. Qu'est-ce qu'il fricote avec Fally Ipupa. Pourquoi Fally? Pourquoi pas Gims? Pourquoi on veut tuer Gims? Pourquoi Fally Ipupa et les autres sont célébrés? Vous rappelez qu'ils avaient une capitale à Côte d'Ivoire, autour d'un certain Bakayoko. Le demi-dieu. Oui. Tous les musiciens africains le célébraient. Mais allez voir qu'est-ce qu'il faisait. Je vous rappelle qu'on l'appelait le demi-dieu, comme vous le dites. Kofi Olomide. Chantait le demi-dieu. Mais Bakayoko était spécialisé en quoi? Hein? Dans ce qu'on appelait Ambaké. Ambaké. Qu'est-ce qu'on appelle Ambaké, non? Des dérives et des pratiques qui ne peuvent se justifier que par la magie, à l'état brut. À l'état brut pour dominer. Alors il y avait autour de lui les musiciens. La drogue, il passait. Tout, il passait. Tout ce qu'il y a des villes. On le célébrait dans les chansons. Voilà. Quand il est décédé, mais que sa famille m'excuse, hein, ce sont des faits. Je l'appelle des faits. Quand il est décédé, tous les musiciens étaient là-bas pour célébrer leur Dieu. Vous voyez même, tout ça, la pensée unique marche avec ça. La pensée unique utilise la musique, utilise les arts, utilise tout ce qui construit la mentalité humaine, tout ce qui gère notre émotion.
n'est-ce pas, en plus de l'intellectualité, tout ça se met ensemble dans un projet qui consiste à quoi? Et on revient donc au sujet de manière plus fondamentale. Le projet est simple. À l'Occident, le monopole de la pensée. Descartes va dire « je pense, je suis ». Mais on connaît qu'il y a Descartes dans la pensée, dans le mouvement intellectuel de l'Occident. Ça dit que d'autres peuples n'ont pas pensé avant. Il n'est pas le seul. Hegel a dit ça. Brillant philosophe. On ne va pas nier qu'il était brillant. Raciste. Raciste. La philosophie n'est pas le domaine des Africains et des peuples orientaux. À ces peuples-là, c'est la pétulance, l'animalité, la brutalité. Ces peuples-là dansent, effectivement, mangent, boivent, font des cultes à des dieux, ne pensent pas. Rient et dansent autour du feu. Ils dansent autour du feu, ils ne pensent pas. Ils sont primitifs, ils ont, à la limite, il est faux de la queue. Quand ils n'ont pas la queue, ils simulent dans des vêtements la queue, le singe qui a la queue qui balance comme ça. Donc ces peuples-là sont meilleurs dans l'expression de la pétulance. Dans le vitalisme, le père Tempel, ils accumulent des forces comme ça jusqu'à sombrer dans un excès de force qui les détruit. Parce qu'ils commercent avec des dieux, ils commercent avec la nature, dans des choses compliquées, mais ils ne pensent pas. Ils ne dégagent pas le concept de la nature. Ils ne séparent pas le concept. Ils ne séparent pas le concept du mythe. Hegel va dire ça. Alors c'est dans le monopole de la pensée. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Mais comme il s'est imposé depuis pratiquement 700 ans, il a réussi par la violence, toutes sortes de violences, cumulées, à admettre que sa pensée est la seule qui doit s'imposer. Alors, il s'agit de quoi? C'est simple. C'est comment on désigne les choses. Une civilisation, Jocelyn Gauss, c'est aussi l'art de désigner les choses, de décrire les actes qu'on pose de soi-même. Oui. La manière d'organiser sa vie, c'est dans le travail, dans la fondation des familles, l'organisation de l'espace, Jocelyn Gauss, la domestication du temps, c'est pas la création de la concession, des lignages, de la tribu, on confédère les tribus, après on passe à la nation, c'est pas, après aux empires. Vous voyez, l'activité d'exister dans tout son compartiment, Jocelyn Gauss, dans ses dimensions quotidiennes, comme dans ses dimensions futuristes, et même passées. Tout ça, il faut des mots, il faut des mots pour les désigner. Vous voyez, on désigne tout ça, on fait émerger un langage. Hein? Et à travers le langage, on peut soutenir l'activité, l'activité scientifique. Je suis en train de vous parler, à partir, il y a des idiomes, on construit des idiomes, après on fait un alphabet, on fait une grammaire, et la pensée peut commencer, la pensée peut exister. La pensée peut exister. Et quand la pensée existe, la science arrive. La science arrive, je vois l'univers, j'observe l'univers, je dégage ses lois, j'en deviens maître, si on veut ressembler à Descartes. Mais j'invente un mode de vie, soit en harmonie avec la nature, soit dans un rapport de domination avec la nature. Mais c'est la pensée qui est derrière tout ça. C'est la pensée qui sépare le concept du mythe, comme je l'ai dit. C'est la pensée qui fait à ce que ce qu'on appelle l'enjeu du reflet dans la théorie de la connaissance, le reflet. La théorie de la connaissance est basée sur l'idée du reflet. La nature se reflète dans mon cerveau, je traduis ce reflet à un niveau supérieur d'élaboration qu'on va appeler la pensée. Alors, à nous, l'Occident est arrivé, il a dit que nous, on n'a pas la pensée. L'Occident fait croire que celui qui domine a la bonne pensée. Que je domine, donc j'ai la bonne pensée, j'ai la vérité. C'est avec l'Occident qu'on pense que le faible ne peut pas penser. Le dominé n'a pas de pensée. C'est avec l'Occident qu'on fait croire ça. Que, aussitôt je suis fort, ma pensée est la meilleure. Il y a un silence, il y a un tabou sur les conditions concrètes de la domination. Comment est-ce qu'on a construit la domination? C'est-à-dire, il y a un silence, il y a un voile qui est jeté dessus. C'est-à-dire que je puisse construire ma domination parce que justement, j'ai privé des autres peuples de la capacité à penser par la violence, la terreur,
et tout ce que cela engendre, il n'y a pas de débat. Je domine. Alors, première manifestation de l'hégémonie intellectuelle, c'est la volonté de tuer la diversité de l'intellectualité. La diversité, c'est-à-dire que d'admettre qu'il y a plusieurs champs, plusieurs sources de la pensée et de l'intellectualité, oui. Et que là où il y a un homme, il y a une pensée. Même si la pensée est au niveau, est dans la forme primaire, primitive, partout un homme, il y a la pensée. Cette pensée est appelée à grandir. C'est le principe. Donc, normalement, il y a plusieurs sources, n'est-ce pas, de l'intellectualité, de la pensée. Cheikh Anta Diop théorise ça, sur le plan scientifique, avec ce qu'il appelle les berceaux, la notion de berceau civilisationnel. Il va en dégager deux, le berceau méridional, l'Afrique, et le berceau occidental. Mais on peut aller plus loin, la notion de berceau. C'est-à-dire que l'homme, partout il est, la pensée, et c'est ce qui fait l'homme. Tous les hommes pensent. Dans des conditions précises, ils penseront toujours. Donc, la pensée unique nie la diversité des sources de l'intellectualité et de la pensée. Alors, va donc procéder à une standardisation. Mais la condition de la standardisation de la pensée, c'est la destruction des pensées autres. L'extinction des souches, des diverses sources de l'intellectualité. C'est ça. Aimé Césaire va parler d'ethnocide, de génocide culturel. C'est très profond ce qu'il dit. Parce que le génocide culturel consiste justement à éteindre les foyers de la pensée, qui ne sont pas les foyers générés ou bien maîtrisés par le dominateur, la pensée unique. Alors, une fois que c'est fait, comment dire ça? On impose le récit, c'est-à-dire la manière de définir les choses, de définir la vie, la manière de refléter dans notre cerveau, dans nos intelligences, les différentes modalités de la vie. On impose ça. Alors quand on le fait, il y a un temps zéro. Il y a un temps zéro. Le temps zéro, c'est quoi? C'est qu'avant nous, il n'y avait rien. D'autres n'ont rien eu. Il faut donc les civiliser. Donc, on entreprend donc, et on ouvre une époque où on considère que, avant nous, les peuples n'étaient rien. D'ailleurs, on les a découverts. Et comme ça, nous les classifions dans une échelle d'infériorité et de supériorité. Alors, ils évoluent, s'ouvre donc une grande ère d'évolution où le puissant, le dominateur, est là pour observer l'évolution et distribuer les points entre ceux qui évoluent bien, ceux qui sont un bon chemin dans l'échelle et qui, peut-être un jour, ressembleront, vont atteindre le niveau du dominateur. Mais il y a un mensonge parce que le jour où vous atteignez ce niveau, il n'est plus dominateur unique. Il n'est plus dominateur unique. Donc c'est un mensonge parce que jamais n'acceptera que vous arrivez à son niveau. On est dans une impasse éternelle. C'est une impasse qu'on ne peut même pas solutionner. C'est une impasse qu'on ne peut pas solutionner. Donc vous voyez très bien que... Alors, c'est pour ça que la domination consiste à imposer partout, n'est-ce pas, un modèle, celui de l'Occident, il faut l'imposer partout. Comme en même temps, on dit qu'on civilise. Mais en réalité, on ne peut pas civiliser parce que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas possible qu'il y ait égalité entre le civilisé et le non civilisé. C'est un non-sens. Donc, comme je dis, on est dans un bluff, on est dans un mensonge. Je civilise, mais en fait, je ne civilise pas parce que mon but n'est pas de faire à ce que entre moi et celui que j'ai soumis, il y a des rapports d'égalité. Donc, la pensée unique, c'est une impasse intellectuelle profonde. C'est profond, parce que c'est un rapport incestueux, mais alors extrêmement antagoniste en matière. C'est une contradiction entre le fait que j'ai ce que j'appelle une science qui est universelle, mais en même temps, elle doit marcher, elle doit dépendre, n'est-ce pas, du mensonge. Parce que je mens que je veux civiliser. Je mens que je veux partager ce que j'ai. Je fais croire aux gens que non, moi je suis là, j'amène des choses nouvelles et que je suis disposé à partager avec vous. Mais en même temps, comme le rapport qui me lie à l'autre, c'est un rapport de domination, qui n'est pas seulement une domination intellectuelle, mais qui est d'abord une domination économique, qui est une domination culturelle. Donc le rapport, c'est que il faut de l'inégalité, de manière structurelle, entre moi et celui qui le domine. En même temps, je veux le civiliser. En même temps, il faut qu'il y ait l'inégalité. C'est une contradiction insoluble.
Et c'est ça qui explique le caractère tragique des rapports entre le dominé et le dominant. Donc c'est ça, c'est une contradiction. Donc la pensée unique est dans cette impasse-là. Parce que à chaque fois qu'elle veut s'imposer, elle doit faire justement avec les conséquences de son mensonge. Moi, je viens vous coloniser, je dis non, je vais vous apporter la civilisation. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Vous arrachez tout ce qui nous appartient. Vous massacrez, vous tuez, vous génocidez. Et vous répandez la dévastation, la pauvreté. Vous dépossédez les gens de leur richesse. L'entreprise coloniale est une entreprise de dépossession. On appauvrit les gens qui ne sont pas pauvres. On a célébré la semaine dernière dans le monde la fête du travail. Alors là encore, on peut prendre cet exemple-là pour comprendre l'impasse. C'est-à-dire que vous avez trouvé des peuples qui étaient organisés, qui travaillaient, qui se reproduisaient. Mais à partir du moment où vous imposez la polarisation de la colonisation, vous voyez, apparaît une catégorie qui n'existait pas, le chômeur. À partir du moment où vous dévalorisez ce que vous avez trouvé, des gens qui se reproduisaient par divers métiers, qui travaillaient, qui se livraient à toutes sortes d'activités de manière extraordinaire, qui, s'il n'y avait pas eu la violence coloniale, auraient atteint des niveaux extraordinaires de performance, dont vous arrivez, le travail n'a de sens que si c'est le travail qui est approuvé par le colon. Bon, vous désorganisez l'activité économique, vous désorganisez la vie. Alors maintenant, il faut que chacun va à l'école. Vous inventez l'école. En détruisant les écoles qui existaient avant vous. C'est-à-dire des chaînes de transmission de connaissances. Ça a toujours existé dans les sociétés, Jocelyn Gosse. Donc, vous détruisez ça. Alors vous instaurez une affaire où un gars va à l'école, on lui donne un papier. Tu as le CEP, tu as ceci, on lui donne un papier. Et dans ce papier, le temps passé à l'école lui a fait perdre tous les savoirs qu'il avait avant. Il a tout perdu pour acquérir des faux savoirs qui donnent pour seule perspective l'administration publique. Ou bien les soi-disant secteurs privés. Et vous avez donc des sociétés qui, sur 1 million de personnes, moins de 200 000 sont utiles. Le reste n'ont rien à faire. Gaspillage humain, à ne pas gaspillage humain, à ne pas dire que, mais, un nul autre pareil. Un nul autre pareil qu'on ne peut même pas définir. Vous comprenez, je tiens gosse. Alors, donc, pour dire, quand on parle d'hégémonie intellectuelle, c'est pas seulement une affaire des livres, c'est pas seulement une affaire des livres, c'est pas une affaire, seulement une affaire théorique. Non. C'est que la théorie doit s'asseoir sur une réalité. Il n'y a pas de théorie qui puisse s'adosser sur une réalité. Même si le théoricien fait semblant de vivre dans son île, mais il se trompe. Parce que la théorie a toujours un rapport avec la réalité. Je suis en train de vouloir vous démontrer qu'il n'y a pas d'hégémonie intellectuelle sans désorganisation des espaces où on considère comme étant des déserts intellectuels. Donc, il y a des organisations. Il y a destruction de la mémoire, des patrimoines intellectuels qui ont précédé l'arrivée de la domination intellectuelle. Donc, et tout ça, on détruit d'abord tout ça. C'est quand on parle d'hégémonie intellectuelle. Maintenant, après, c'est facile de dire que, bon, ok, souvent on détruit pas, on vole, on garde. On va mettre dans les lieux secrets, et maintenant on étudie ça. On s'approprie ça et on donne des noms nouveaux. On donne des noms nouveaux. On dit non, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. C'est-à-dire, on dit qu'on apporte tout ce qui est nouveau, alors qu'en fait, on n'a fait que voler. On n'a fait que piller. Prenez la question de nos trésors culturels. Alors maintenant, un débat a surgi par ce petit voyou qui est en France. Il dit que non, il nous remet, il restitue les trésors culturels à ça fait des années, on attend toujours. Oui, mais peu importe. Oui, mais il définit le cadre. Hein. Écoutez bien, il définit le cadre. Donc, dans l'hégémonie intellectuelle. Il définit le cadre de la restitution. Mais avant, on a commencé par imposer un débat et une théorie du fait que non, attention, il ne faut même pas que ces biens-là reviennent en Afrique. Pourquoi? Ils peuvent faire garder ça, ils peuvent faire les conserver. Ce débat a été organisé par M. Macron Express. C'est-à-dire, il crée deux camps. Il y a un camp qui dit non, il faut restituer. Le camp dit non, nous sommes contre les restitutions parce que ces biens culturels-là ne seront pas conservés en Afrique. Il y a un problème de conservation en Afrique. Et du coup, il vient arbitrer pour dire que bon, ok, je coupe le morceau en deux. C'est moi le sauveur. Puis vous les Africains, vous entendez même pas. Alors moi, maintenant, je fais un cadre de restitution. C'est moi qui dis quand tel objet part. Ça va arriver à telle heure. On le conserve comme ça prend tel avion. Et quand il va arriver, il faut que le président à l'aéroport se place comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il dégrade l'objet là. Se place comme ça. Et les femmes viennent chanter avec les pagnes, ils crient. On a vu ça au Bénin. Mais c'est l'hégémonie intellectuelle, Jocelyn Gosse.
Contrairement à ce que les gens pensent, c'est l'hégémonie intellectuelle. Parce que un trésor culturel, c'est une pensée intellectuelle. C'est une pensée intellectuelle condensée matériellement. C'est un bien culturel. Vous prenez un bien culturel, vous le décodez sur le plan théorique, c'est un livre. Ça peut être même 100 livres. Mais on l'a condensé dans un objet. Vous voyez, mais quand vous brutalisez pareil objet, vous le dénaturez, Jocelyne Gosse, vous le transformez, vous dites que vous êtes venu voler ça. Vous avez volé un objet, vous avez amené chez vous. Et vous enrichissez depuis les années dans votre musée. D'abord, souvent, c'est de la contrefaçon qu'on restitue en passant. Parce que, les musées occidentales vont passer vidés. Alors, ça va pas plus rapporter de l'argent. Vous voyez très bien cet truc. Alors, vous venez remettre ça. Mais, Jocelyne Gosse, mais dans quel contexte avez-vous obtenu cet objet? L'avez-vous volé? Quand on l'avait volé, Jocelyne Gosse, vous l'avez isolé de son milieu, avec qui il vivait. Il vivait avec son milieu. Il traduisait une civilisation qui était en mouvement, vivante. Il traduisait, l'objet a été la quintessence, c'était bon sang, c'était un concentré de vie. Vous l'avez ôté, vous l'avez tué. Et vous êtes parti avec cet objet en tuant la civilisation qu'il a engendrée. Oh, vous revenez des années, des siècles après, vous faites ce genre de cinéma. C'est de l'hégémonie intellectuelle. Moi, il ne faut pas faire croire que l'hégémonie intellectuelle, c'est des affaires de guerre des universitaires. Non. Chaque fois qu'on va déconnecter la question de la pensée théorique et on dit ça, et de la société qui engendre la pensée théorique, même si le penseur croit que c'est lui qui crée ça, parce qu'ils sont vantards, les penseurs, ils croient que c'est eux qui... Non, c'est pas possible. Pas possible. Donc, l'enjeu de la pensée, c'est de ça qu'il s'agit, briser cette domination. Vous avez posé la question, faut-il suivre l'Occident? On n'a pas à la suivre. On n'a pas à suivre l'Occident. D'abord, il est perdu. Il est perdu parce que il est dans une guerre fondamentale. Je pense à la dernière guerre. Il a colonisé les nations, il a esclavagisé, il a arraché des territoires. Vous voyez un pays comme la France, qui est une puissance maritime mondiale, je pense que c'est la deuxième. Hein. La France est une puissance maritime mondiale, qui fait qu'elle a le pied pratiquement sur tous les continents. Mais c'est un petit pays, dans la France. Comment elle a obtenu ces territoires? Mais par la violence. Elle a arraché, ça ne lui appartenait pas. En colonisant, elle a arraché. Aujourd'hui, c'est la propriété de la France. Et les habitants qui y habitent, vous prenez la question des dom-tom, vous pouvez utiliser le mot, ces territoires français d'outre-mer, et les populations qui y habitent, vous êtes en plein drame colonial, en plein 21e siècle. Ces populations sont menacées d'extermination. On les considère comme des sauvages. Pourquoi? On fait comme si ces populations n'avaient pas dépassé. C'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont dans les Antilles, coupés du continent, ils sont des Français, mais on n'a jamais admis qu'ils étaient des Français dans la réalité. De seconde zone. Mais on fait croire qu'ils sont Français, peut-être des départements français. Mais allez voir ce qui est là-bas. Allez voir ce qui s'y passe. Mais c'est la conséquence d'un déni théorique, d'un déni intellectuel, d'un déni historique, n'est-ce pas, qui fait que on a coupé ces gens de tout le patrimoine africain qui est leur héritage. Et qui, à partir de là, n'est-ce pas, est quelque chose d'extrêmement valorisant, un trésor de dignité et de fierté. On va donc interdire, par exemple, l'avènement des écoles panafricanistes aux Antilles. On va interdire. Tous les jours, on prend des décrets. On va mettre la question des béquets, c'est quoi? C'est une colonisation économique. Donc, tout ça, n'est-ce pas, c'est la guerre, tout ça, c'est la pensée unique. Ça s'inscrit dans une pensée qui est une pensée hégémonique, qui est une pensée racialiste, qui est une pensée raciste. Donc, il n'est pas question de suivre l'Occident. Je tente de vous dire que hier, il colonisait seulement, il a esclavagisé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui pense l'après-humain. Il pense la post-humanité. Donc, l'humain, c'est fini. Mais est-ce qu'on peut accepter ça? La IA, c'est pas une fracture. C'est une ligne de séparation radicale, qui nous oppose désormais à ces gens. Nous ne pouvons pas accepter une civilisation, une démarche théorique qui est basée sur l'après-humain. Qui a décrété l'après-humain? Qui a dit que l'humain... Est-ce que vous êtes fini, vous? Non. Vous avez voulu cesser d'être humain? Mais qui a décrété ça? Ils l'ont décrété déjà. Dans le cadre du procès qui oppose le travail au capital,
pour prolonger la domination capitaliste et la dévalorisation du travail, comme je l'ai dit dans une de mes sorties, il faut dévaloriser la force du travail. Mais l'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est que il faut en finir avec l'humain. Il pollue la terre. Il est trop plein. Il a rempli la terre de manière inacceptable. C'est la question de la démographie. Alors, il faut... Là, ils ne cachent même pas. Il y a les vidéos. Ils font des réunions secrètes. Ils réfléchissent. Ils ont programmé ça. Allez fouiller. Allez dans le site de Davos. Tout ça est public. Davos est un président, c'est pas n'importe qui. Quand ils font la réunion, mais tous les présidents sont là-bas, tous les hommes d'affaires de la Terre sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Les gars vous disent, au moins 50% de la population, il faut exterminer. Il faut exterminer ça. Pour le salut, pour que la Terre soit vivable, il faut exterminer. Mais qui donne le droit des gens d'avoir de tels débats dans les cercles fermés? Mais ils sont plus à ce niveau de débat. Ils théorisent, ils pensent. Et ils constitutionnalisent Jocelyn Gosse. Il faut bien comprendre ça. Les LGBT, tu appelles ça Q+, machin, tu maîtrises ça mieux que moi. LGBTQ+, toutes ces histoires-là. Ils constitutionnalisent ça et on est dans un rapport. Écoutez, nous, on ne se taira pas. Il ne faut pas se taire, Jocelyn Gosse. Quand un pays comme l'Espagne légalise le fait qu'un homme peut aller devant monsieur le maire, traîner un animal et l'appelle son épouse. C'est une déclaration de guerre à l'humanité. Ça parce que vous êtes en Afrique. Vous dites, ça ne nous dit rien. Ce n'est pas une affaire de dire que, écoutez, ils ont perdu, ils sont de vauriens, machin. Le débat n'est pas là. C'est une déclaration de guerre à l'humanité. On n'entretient pas de relations avec un pareil pays. Mais ce n'est pas de l'extrémisme de dire ça, mais c'est la simple réalité. Sinon, attends, c'est ce qu'elle a fait ça. Mais c'est une pensée généralisée à tout l'Occident. Les Américains, vous avez des transgenres qui sont aujourd'hui le modèle par excellence. On nous dit demain, si tu n'es pas transgenre, tu es un dégénéré, tu es un dégradé. La seule cause aujourd'hui qui va en matière de droits de l'homme, c'est la promotion de ces trucs-là, de ces machins-là. Alors, une pensée qui arrive à ce niveau, qui arrive à penser la négation, la relégation de l'être humain dans le passé. C'est encore de la pensée? Du tout. C'est de la pensée? La folie. On est arrivé donc à la fin de la pensée unique. Ça a achevé sa course historique. Elle n'est plus unique, censée rien de dire ça. Elle nous bascule dans l'après-humain. C'est ça. Donc, la pensée aujourd'hui fait opposition à cette pensée unique, amener une pensée supérieure à ça, mais c'est la pensée de la défense de l'humanité. Comment défendre l'humanité en ce début du XXIe siècle? Quels arguments nous apportons à face à ceux qui ont renoncé d'être humains? Ils ont choisi, ils ont dit qu'ils ne sont plus humains. Ils sont post-humains. Ils sont post-humains. C'est dans la logique d'extinction humaine. Quels sont des arguments qu'on les apporte? Alors on voit très bien que ce n'est pas seulement de s'asseoir, faire un débat. Parce que la pensée unique s'est imposée, je l'ai dit, à la faveur de la domination totale de l'Occident. Domination économique, domination culturelle, domination philosophique, domination spirituelle, domination géopolitique, domination militaire, domination financière. C'est-à-dire que c'est la holisticité de la vie qui a été prise en charge dans un rapport de domination par l'Occident. Mais très bien, la riposte actuelle doit épouser les mêmes contours. C'est-à-dire que l'enjeu de la défense de l'humain aujourd'hui est du rejet, défense et promotion de l'humain, et du rejet absolu, radical de la pensée unique, c'est de venir avec un nouveau rapport à toute la vie. C'est-à-dire que le rapport à l'économie, c'est quoi l'économie? Désoccidentaliser l'économie, désoccidentaliser la spiritualité, la religion, désoccidentaliser la culture. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent la culture mondiale, mondialisée. Le mondialisme culturel, vous savez ce que c'est. Donc, il faut tout ça, désoccidentaliser la culture, la guerre, le militaire, la famille, le sociétal, l'école, l'université. C'est la grande bataille du XXIe siècle. Les peuples doivent retrouver leur autonomie intellectuelle, n'est-ce pas? Chacun son autonomie spirituelle, pour justement, posséder première phase de la désoccidentalisation, et deuxième phase,
penser l'avenir du monde et de l'humanité dans un rapport de cofraternité. Nous, dans le monopole de s'asseoir, que les humains s'asseyent. C'est pour ça que la guerre en Ukraine et la lutte pour un monde multipolaire est le manifeste de notre temps pour mettre fin à la pensée unique. Parce qu'il n'y a pas de monde multipolaire sans fin de la pensée unique. Parce que la pensée unique, c'est l'unipolarité occidentale. Donc la guerre en Ukraine et l'enjeu de la multipolarité, mais nous concerne. L'Afrique doit prendre cela en charge. Pas seulement pour aller être membre des BRICS. Ça va au-delà de ça. C'est l'affirmation, n'est-ce pas, intellectuelle de l'Afrique dans le cadre d'une rupture intellectuelle, spirituelle avec l'Occident, qui se traduit par un nouveau manifeste de la civilisation qui dit au monde que, qui dit au monde en faisant, dire au monde en faisant que nous savons faire tout ce que l'Occident a fait mieux qu'elle. On peut inventer les voitures du XXIe siècle sans passer par ces histoires de transition, la transition énergétique, écologique, des bêtises comme ça pour tromper les idiots, n'est-ce pas? Il faut réinventer tout ce que l'Occident a fait en termes de transport, en termes de domination, appelons ça comme ça, domination de la mer, de l'air, de l'espace. Il faut refaire tout ça, il faut réinventer tout ça, mais dans le cadre d'un projet qui sauvegarde et fait la promotion de l'humain. De l'humain, et surtout l'humain au centre de tout. Merci à vous, Président Banakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. J'espère seulement que les téléspectateurs vous ont suivi. Et c'est ça aussi la profondeur de la question, même si nous ne sommes pas d'accord avec certains Africains qui étaient venus sur le continent, avec ce genre de proverbe comme celui que je vais vous donner, l'émotion est nègre, comme la raison est hélène. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole le panafricanisme. Mesdames, messieurs, vous connaissez nos pages. Likez, partagez au plus grand nombre pour que nous soyons connus de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.